Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Les Open Interest, un rallye de fin d'année, le Christmas Rally, je ne sais pas. En tout cas, ça s'excite au niveau des Open Interest. Vous le savez, on a les options qui clôturent vendredi. On en reparlera plutôt en fin de semaine. Des volumes monstrueux. Des volumes monstrueux qui, quand on regarde juste les options disent plutôt une fin d'année autour de 94, en tous les cas au-dessus des 90 000. Donc vous avez les futurs, ça ne présage pas une hausse ou une baisse, mais ça présage d'un intérêt de fin d'année. Normalement, là, ça commence à être calme. Bah non, les gens, là, sont en train de se ruer sur les produits dérivés, à la hausse ou à la baisse. On verra, mais ça va bouger. Et donc, quand on a la clôture des options le vendredi, surtout imaginez clôture mensuelle, trimestrielle, annuelle, le marché, le Bitcoin va être sous pression jusqu'à vendredi, et on espère vendredi une accalmie. Bien sûr que les statistiques peuvent changer. Vous voyez les baleines ici qui déchargent massivement. Vous voyez ici, donc vous avez en bleu l'exposition des baleines. À quel point sur 30 jours, les baleines sortent du marché ou rentrent dans le marché. Les phases où vous avez cette courbe bleue qui augmente fortement, c'est des phases dans lesquelles les baleines rechargent, d'accord ? Et à l'inverse, ici, pendant les phases de creux, c'était notre top en 2021, c'était des phases dans lesquelles on avait des grosses distributions. Ce sur quoi on était habitué pendant ce cycle, hop, je vais vous retirer celle-ci, c'est que pendant les phases de bottom, eh bien, nous avions les baleines qui rechargeaient. C'était le cas ici, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici. Depuis ici, ce bottom, c'est l'inverse, d'accord ? Et c'est ce que je vous disais, ce dont je vous parlais quand je vous expliquais qu'on ne différencie pas un bear market et une correction sur la phase de top, on la différencie sur le rebond après la correction. Vous avez eu la correction, ensuite on a un rebond. À ce moment-là, si on a un déchargement massif, c'est probablement qu'on a la vocation d'aller plus bas. Du côté des news, il y a eu des choses intéressantes. Donc pour ça, il faut aller sur le profil Twitter de Crypto Détente. Et on a les élus américains qui demandent à l'IRS de corriger la double imposition du staking avant 2026. Donc effectivement, ça, c'est plutôt une bonne chose. Je rappelle que la France devrait clairement s'inspirer de ça. Parce que là, l'objectif, c'est de ne plus taxer des revenus non réalisés. Alors que, je rappelle, en France, avec leur nouveau budget, toute leur nouvelle loi un peu stupide, eh bien, en fait, ils veulent taxer des budgets, des revenus non réalisés sur les crypto-monnaies et sur les alcools et tout ce qui gravite autour du staking. Donc, clairement, ce n'est pas du tout génial ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors que là, on voit que du côté des USA, eux, ils ont compris le truc et ils essaient de faire avancer dans le bon sens. On espère vraiment que ça aura des impacts pour la suite. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que si vraiment, dans le pire des cas, on a un BTC à 80 000 $ dans un an, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment dans le pire scénario, on est quasiment stable par rapport au cours actuel. Et un très bon scénario, un x2, ça, je signerai aussi tout de suite pour un BTC à 189 000 d'ici un an. Bon, toujours intéressant bien sûr à prendre avec des pincettes, mais de voir où est-ce que les banques, où est-ce que les institutionnels pensent que le BTC pourrait aller. Alors après ça, on parle de JP Morgan qui envisage le trading des cryptos pour les institutionnels face à une demande croissante. Donc, JP Morgan explore des services de trading de crypto-monnaies pour les clients institutionnels, incluant des produits au comptant et dérivés, selon un rapport de Bloomberg. Donc, la demande de ces clients et l'évolution de la réglementation américaine sur les crypto-monnaies stimulent l'intérêt de la banque à pénétrer petit à petit le marché des crypto-monnaies. N'oublions pas que JP Morgan Chase, ils ont toujours été contre le Bitcoin. Donc, grosse nouvelle ou pas, c'est à vous de me le dire. Tether qui passe à la vitesse supérieure avec l'intelligence artificielle, avec QVAC Genesis, l'Open Dataset s'étend désormais à 29 domaines pour améliorer la qualité des modèles d'intelligence artificielle. Crypto, data et intelligence artificielle, la convergence est en marche. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Pour la suite, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est plutôt bon signe tout ça. Ça aussi, c'est un symbole. Toute dernière grosse actu de l'année, il y en aura peut-être d'autres parce que ce secteur, c'est comme ça. AAVE, c'est la guerre interne. Voilà, je vais même pas rentrer dans le détail. Il y a l'ADAO, il y a aussi AAV Labs ou je sais pas quoi. En gros, il y a des gens qui gèrent les intérêts. C'est un peu comme Tether avec l'USDT. C'est comme s'il y avait Tether et il y a l'USDT. Donc il y a Tether, la compagnie, qui rentrera en bourse un jour ou l'autre.
qui gère les intérêts de l'USDT, mais d'autres intérêts, c'est pareil. Et donc c'est une espèce de guerre interne. Et ce mec-là, que je connais pas bien, mais je crois que c'est l'un des boss du projet, il a lancé un vote, là, il faut répondre dans les 3 prochains jours. La première actualité du jour concernera donc la mise à jour Glamsterdam prévue pour 2026, qui combinera Glaos, donc une couche de consensus, et Amsterdam, la couche d'exécution. Elle intègre principalement l'EIP 7732 ou 7732, qui instaure une séparation consacrée entre les proposeurs et constructeurs de blocs. Cette EIP vise à limiter les abus de Maximal Extra Value, donc les fameux MEV, en réduisant les soudoiements des validateurs via des frais plus élevés. Elle succède à la mise à jour du nom de Fukusha, activée le 3 décembre 2025, qui a augmenté les gaz limites et introduit le pire d'AAS pour alléger les charges des nœuds. Glamsterdam ajuste ainsi le réseau au réaliste opérationnel via des EIP ciblés, améliorant l'efficacité et la résistance aux abus EMV. On est sous le site de Rollercoin. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de site. Comment dire que, franchement, c'est pas mal. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir jouer à des jeux, compléter des missions, augmenter ta puissance de mining et même compléter ta maison. Tu vois, il y a une petite maison où tu vas pouvoir ajouter un petit peu des appareils à droite à gauche et ça va accélérer ta puissance de mining, gagner des crypto-monnaies, miner des crypto-monnaies, etc. Alors, ils ont miné apparemment 86 bitcoins. Alors je dis apparemment parce qu'en réalité ça peut pas être prouvé. Le seul truc que je peux te dire c'est que ça existe depuis extrêmement longtemps. Il y a des articles sur internet qui datent de 5 ans, 6 ans, etc. Donc je pense quand même que voilà, s'ils sont encore là, c'est que ça fonctionne et c'est pas mal. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé d'investir de l'argent de ta propre poche. Tu peux juste jouer pour faire passer le temps, tuer le temps et puis gagner des crypto-monnaies sous forme de faussettes. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, votre petite chambre et vous avez ici, par exemple, eh bien, des outils à votre disposition. Vous aurez alors des objets que vous pourrez rajouter. Par exemple, si je vais dans Edit, j'ai déjà acheté, par exemple, 2 mineurs que vous pourrez regarder juste là. Hop, j'ai un gros mineur qui mine à 5105 pH par seconde et qui me rapporte 2,6% de bonus. Mais malheureusement, eh bien, je ne peux pas le faire fonctionner, ce mineur, si je n'ai pas d'énergie. Donc, il me faut jouer à des petits jeux qui me rapportent ainsi de la batterie et de l'énergie, mais aussi quelques tokens de temps en temps. J'ai gagné quelques TRX, quelques XRP, etc. Vous pouvez les gagner tout simplement en jouant à ces petits jeux. Par exemple, je vais vous montrer un jeu auquel je joue assez régulièrement, même si je suis que niveau 1. Il y en a un autre, j'étais niveau 2, je sais plus où c'est, mais bon, voilà. Allez, je vais vous montrer Flappy Rocket, par exemple. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous jouez à ces petits jeux, ça vous rapporte des tokens, ça vous rapporte de l'énergie, et ainsi, vous pouvez améliorer votre maison. Et ainsi, vous améliorez vos mineurs aussi. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Bon, les jeux au début sont faciles. Dans les news que je voulais vous montrer, c'est également Polymarket, vous savez, c'est une plateforme qui permet de faire de la prédiction, de dire si telle équipe de foot ou tel président va passer dans tel pays. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est qu'ils font partie des plateformes qui ont la plus grosse rétention dans le secteur de la DeFi. Il y a énormément de personnes, vu comme le secteur de la DeFi a du mal à marcher, il y a du mal à faire des belles performances. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire leur beurre dessus et j'ai vu qu'effectivement des traders avaient trouvé des stratégies pour être gagnants dans un maximum de cas. Sur nos limites, tu le vois ici, il en parle. Alors voilà encore, hein, c'est en anglais, mais voilà, on a encore la manipulation. Bybit, Binance, Coinbase achètent en masse du Bitcoin et après, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ben, ils en vendent en masse. Hein, regarde un peu. Attends. Ouais, bon, il pose souvent le mec, mais voilà, hop, ici, il y a ça à dump, et t'as Coinbase, Binance, Bybit, Fidelity, qui vendent en masse 7000 bitcoins, 6000 bitcoins, donc ils manipulent le marché maintenant depuis que, les ETF sont là. Donc tous ceux qui se réjouissaient de l'ETF, merci, ça fait plaisir. Mais ça, c'est vraiment un compte que je vous invite à suivre, c'est No Limit Gain, vraiment, voilà, quelqu'un il est là depuis 2013, il est dans le Bitcoin depuis 2013, il est vraiment bon, c'est vraiment un compte X que je suis assidûment.
Le marché fait ce qu'il veut et personne ne peut savoir exactement ce qui va se passer. Donc c'est important de vérifier ces informations. Personne n'a une boule de cristal, comme on le dit. De plus, cet énorme investisseur a actuellement perdu 23 millions de dollars, mais il détient toujours toutes ses positions. Donc voilà, il reste optimiste quant à l'Ethereum, Bitcoin ainsi que Solana. Et d'ailleurs, c'est un avis que je partage bien entendu. Je suis optimiste quant à ces altcoins en particulier, donc Ethereum, Solana. Mais concernant les altcoins en particulier, eh bien je pense toujours qu'il faut être prudent. D'ailleurs, on observe de plus en plus de déblocages chaque semaine qui passe. On a d'énormes quantités de nouveaux jetons qui arrivent et qui doivent être absorbés et sont dumpés sur le marché avec de moins en moins d'acheteurs, donc le prix de ces altcoins ne peuvent que baisser avec davantage d'offres et peu de demandes. Le métal jaune peut désormais être négocié comme n'importe quel autre actif financier, ce qui a renforcé la perception des investisseurs particuliers quant au rôle traditionnel de l'or comme valeur refuge en période d'incertitude politique ou financière. Exactement comme en ce moment. Ici aussi, même si les investisseurs particuliers ne détiennent que 2,8% des actifs sous gestion, cela pèse dans la balance et doit être pris en compte. Mais cela n'explique pas l'explosion du prix de l'or. On en arrive maintenant au point principal. Certains pays émergents comme la Chine et la Russie, alors oui, la Russie, c'est pas vraiment un pays émergent en soi, mais disons récemment venus sur le marché de l'or. Eh bien, ces pays-là se désengagent du dollar pour s'orienter vers l'or. On voit clairement ici en rouge que la part d'or de ces pays, des pays émergents, augmente très rapidement depuis 2006. Alors pour parler chiffres, selon le FMI, cette part a augmenté de 161% depuis 2006, tandis qu'elle avait augmenté de seulement 50% au cours des 50 années précédentes. Un réel changement de politique vis-à-vis du métal jaune qui pourrait bien être révélateur d'une situation à venir particulièrement compliquée. Ces pays émergents, par l'augmentation de leur réserve d'or, ne font finalement que répondre à l'utilisation croissante des sanctions financières par les États-Unis. La manœuvre de quantitative easing qu'a lancée la Fed, je vous rappelle qu'ils ont dit qu'ils allaient investir par mois 40 milliards de dollars, donc ils allaient réinjecter de la liquidité. Sur les 10 derniers jours, il y a déjà eu 38 milliards de dollars qui ont été injectés, et ça fait partie de la grande confusion dans le marché. Beaucoup de personnes voient ça d'un bon œil, mais on a l'information que ces injections de liquidités, c'est tout simplement pour sauver le système bancaire américain. Donc, ce n'est pas vraiment des liquidités qui vont permettre au marché à risque d'exploser à la hausse, même si sur du court terme, on peut potentiellement voir une réaction haussière. Mais il va falloir une vraie manœuvre de quantitative easing pour relancer la dynamique haussière sur les marchés à risque et notamment celui du marché des crypto-monnaies. Notamment, là je suis en daily et si on lit le prix comme un algorithme, ces zones pourraient être revisitées plus tard, mais si jamais on a une vraie cassure baissière, l'objectif du marché serait 80 000 dollars. Si ça ne réagit pas, la prochaine zone d'intérêt du marché, ce sera cette zone de fair value gap qui couvre ce plus bas mensuel, qui est un plus bas semestriel et qui à partir du 1er janvier de 2026 deviendra le plus bas de l'année, le plus bas de 2025. Et donc, ce sera un objectif que le marché pourrait aller purger en début d'année, donc c'est-à-dire entre 70 500 et 73 600 dollars. Mais pour ça, il faudrait résoudre le range. Donc voilà, si jamais il y a juste le range qui vous intéresse, tant qu'on est dans le range, il se passera rien, ça va continuer de faire des va-et-vient, ça va balayer dans tous les sens jusqu'à ce qu'il y ait une vraie cassure. Ça peut nécessiter un catalyseur, ça peut nécessiter une chute des indices, ça peut nécessiter une grosse hausse des indices. Je sais pas quel catalyseur va déclencher le breakout du range. Maintenant, ce qui est factuel, c'est que on a distribué sur les sommets. Ça, c'est plus annonciateur d'une continuation baissière. Malheureusement, on pourrait très bien revenir vers ces sommets, mais le fait d'accumuler les creux ici et de chasser les sommets, pour moi, ça annonce plus une continuation baissière. Je voulais vous montrer un exemple. C'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va se repasser, mais c'est un peu comme ici. On n'est pas non plus dans un environnement où c'est catastrophique d'un point de vue de la bourse américaine. Donc c'est bien ce paradoxe qui fait qu'on est dans cette grande confusion où on ne sait pas finalement quelle direction veut prendre le BTC. Maintenant, quand on s'intéresse au pattern que celui-ci est en train de former en 2025, alors on est dans des conditions de marché qui sont largement différentes d'un point de vue macroéconomique, mais également des acteurs qui sont présents dans le marché crypto par rapport à 2021. Mais force est de constater que d'un point de vue structure, nous sommes en train de répéter le fractal de 2021, alors pas précisément, mais si le BTC continue à respecter ce fractal, vous pouvez voir ce qui peut potentiellement nous attendre, c'est-à-dire que cette période où il ne se passe pas grand-chose, où on est dans un range, elle peut encore continuer pendant un bon moment, et largement pendant le premier trimestre de
2026 avec une plus grande probabilité d'aller chercher les targets à la baisse. Mais avant d'aller chercher les targets à la baisse, comme je vous le répète depuis plusieurs semaines, pour moi, on devra faire ce mouvement haussier, ce rebond, qui sera considéré comme un dead cat bounce avant de repartir à la baisse, sauf si effectivement on a une très bonne information qui vient impacter le marché des crypto-monnaies, ou on a le marché des crypto-monnaies qui arrive à récupérer des niveaux qui nous permettent d'affirmer que nous repartons sur une dynamique haussière. Tant que ce n'est pas le cas, c'est la dynamique baissière qui a le plus de probabilité de se réaliser. Pour résumer, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a toujours notre box, 80, 100, 104 000 $. Allez, si on veut être précis, 80, 98, 99 000 $, et ensuite 103, 104 000 $. Les trois niveaux extrêmement importants. Si on arrive à sortir par le haut, il y a de fortes chances d'arriver à faire des niveaux plus hauts. Si on sort par le bas, eh bien, on ira probablement voir les 70 000 $, voir les 60, voir les 50. Mais ça, on verra ça un peu plus en détail lorsqu'on aura cassé les 80 000 $. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Comme pour les objectifs haussiers, pas non plus à l'ordre du jour. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Je voulais parler d'impression de stablecoin. On peut voir qu'il y en a de moins en moins. Il suffit de tracer un trait comme ça. Et donc, moins il y a d'impression, moins il y a de demande. Et du coup, moins les rebonds peuvent être profonds. Si par exemple, l'impression de stablecoin continue de ressembler à ça, il y aura tout simplement de moins en moins d'argent qui rentre et ça peut rendre les choses compliquées pour faire un ATH sur Bitcoin, mais ça pourrait juste lui permettre de faire un rebond et si jamais on perd 38,2 de rentrer dans une dynamique plus baissière parce que il y a plus assez d'argent qui rentre dans ce marché. On voit qu'il y a eu un désintérêt assez important et sur les altcoins, ça a eu un impact encore plus fort puisque on voit ici que les altcoins n'ont pas réussi à faire un nouveau sommet. Donc pour moi, en tout cas, je pars du principe qu'on a beaucoup de probabilités d'être dans un énorme range. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.